Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif. Il est bon de tout remettre en question chaque jour, disait Francis Blanche. C'est dans cette logique que le contre-courant français vient remettre en question les grandes vérités séculaires de la langue française, notamment la classification ou alors la qualité et la nature des verbes d'état. Son auteur affirme et soutient, mordicus, que le verbe devenir, par exemple, n'est pas un verbe d'état, mais plutôt un verbe d'action. Comment a-t-il procédé pour arriver à de telles conclusions? D'où lui est venue l'idée? Quelles ont été ses méthodes? Et surtout, quelles sont les implications des recherches, des résultats de cette recherche? Nous en parlons avec Emmanuel Lévite. C'est un jeune auteur camerounais, un écrivain, un lyriciste, dont la plupart des œuvres restent encore inédites. Emmanuel Lévite, bienvenue à cet entretien exclusif. Merci à vous, monsieur Sorana, pour l'opportunité. Tout de go, je m'en vais vous poser la question de savoir, n'avez-vous pas peur de remettre en question toutes ces vérités que nous connaissons, ou alors cette vérité sur la question du verbe devenir, la nature du verbe devenir, de botter en touche ces éminences grises qui ont statué ou alors qui ont utilisé le verbe devenir des siècles durant et nous ont légué cela? D'où vient ce courage? Bon, déjà, je suis conscient que lorsqu'une théorie a résisté au temps, qu'elle a été transmise de génération après génération, il devient difficile de se lever malgré les arguments que l'on a pour la réfuter. Mais je suis davantage conscient, et vous pourrez peut-être convenir avec moi sur ce point, que le fait qu'une théorie ait résisté au temps ne garantit pas automatiquement son irréfutabilité. C'est cela qui m'a davantage motivé, sans tenir compte de toutes les intimidations, c'est cela qui m'a motivé à écrire pour partager avec le grand public ce que j'ai eu la grâce de constater sur le mot devenir et le verbe en particulier. Voilà, vous parlez de motivation. Nous aimerions savoir dans quel contexte, quel a été l'élément déclencheur de cette recherche? En fait, justement, j'étais en train de rédiger un autre livre qui n'est toujours pas édité. Et vous permettrez que je ne vous dévoile pas le titre. Et justement, le sujet sur lequel je travaillais traitait de l'être. Et c'est dans mon développement que je me suis rendu compte que le verbe devenir n'est pas un verbe d'état, mais plutôt un verbe d'action. Et je me suis donc concentré sur ce sujet. Je l'ai développé durant plusieurs années et je suis parvenu à produire le contre-courant français. Effectivement. Il faut vraiment être courageux pour se lever et défendre son idée. Vous vous considérez comme le Galilée des temps modernes? Je n'aurais pas la prétention d'aborder cette casquette, mais de toute façon, je suis quelqu'un qui n'aime pas être moutonnier. C'est-à-dire que si tout le monde va à gauche, j'irai à gauche, mais je voudrais comprendre pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir également ce qui se passe du côté droit. Donc, j'aime en quelque sorte les challenges, j'aime les défis, j'aime découvrir, explorer ce qui est nouveau. Voilà. Sur la question du verbe devenir particulièrement, y a-t-il un débat de la littérature? Y a-t-il des auteurs, des chercheurs qui, avant vous, ont soulevé un débat sur la question? À ma connaissance, non. J'ai essayé de faire des recherches, mais tous les ouvrages sur lesquels je suis tombé soutiennent que le verbe devenir est un verbe d'état. Donc, je n'ai pas lu un ouvrage qui allait contre cette théorie. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce silence ou alors ce vide dans la recherche en ce qui concerne ce verbe particulièrement? Bon, je dirais que le verbe devenir révèle une très grande sinuosité et si vous ne l'explorez pas de fond en comble, naturellement vous serez pris à contre-pied comme tous ces académiciens, tous ces professeurs de grammaire et vous penserez à tort que le verbe devenir est un verbe d'état alors qu'il est tout une action. Pour soutenir une thèse, il faut au préalable étudier la thèse d'en face.
c'est-à-dire, dans le cas échéant, la thèse de l'Académie française qui a classé le verbe devenir parmi les verbes d'état. Selon vous, selon l'Académie française, certainement vous avez fait des recherches. Qu'est-ce qui justifie que le verbe devenir soit un verbe d'état? En fait, justement parce qu'il naît d'un état et il aboutit à un autre état. Sauf que pour aboutir à un autre état, il y a tout un processus qui est enclenché et qui révèle la véritable nature du verbe devenir. Et c'est cette subtilité-là qui, je crois, a échappé à tous ces académiciens. Et ils ont statué de manière définitive que le verbe devenir est un verbe d'état. Emmanuel Lévite, si vous le permettez, nous allons revenir sur la définition du verbe d'état avant d'entrer de plein pied dans votre argumentaire. Il est dit ceci, un verbe d'état ou verbe statique ou verbe attributif est un type sémantique de verbe dont le procès indique que son sujet possède une propriété particulière, telle que l'état, le devenir, la façon d'être. Ces formes verbales n'expriment aucune action, n'impliquent pas de durée et ne fournissent qu'une description d'une condition. Votre commentaire? Bon, effectivement, c'est ce qui est partagé, c'est ce qui est enseigné dans les écoles. Mais moi, j'ai constaté autre chose en étudiant le verbe devenir. Vous savez, le verbe devenir naît justement de l'état qu'est le être, pour aboutir à un autre état qui est encore le être. Donc, le verbe devenir tire sa vie et son existence du seul verbe être, il lui est totalement dépendant. Si donc le verbe être était banni de la langue française, tout pareillement disparaîtrait aussi le verbe devenir. Car sans être, rien, personne ne peut devenir. Pour devenir, vous devez incontournablement être. C'est celui qui est qui peut aspirer à devenir. Vous pouvez être sans jamais devenir, mais vous ne pouvez pas devenir sans être. Et ceci parce que devenir existe par le être et pour le être. En réalité, c'est parce que le être peut être de plusieurs manières que devenir existe. Devenir est une courroie, un tremplin qui permet au être de continuer à être, mais sous une autre forme, d'une autre manière ou dans une autre dimension. Et lorsque nous rentrons dans l'étymologie, devenir naît du latin devenire. Je ne suis pas sûr de bien prononcer le latin. Il naît du latin devenire, de la préposition de et venire. Et conformément à son origine, le latin devenir signifie arriver, se rendre. C'est de ce sens-là que les langues romanes ont tiré celui de devenir, parce que devenir en fait, c'est passer d'un état à un autre. Seulement j'aimerais souligner, parce que je l'ai dit, nous sommes dans la sinuosité, dans les méandres du devenir, que je voudrais qu'ensemble nous explorions. Et j'aimerais donc souligner, en parlant du devenir, qu'il y a le devenir qui naît, qui part d'une volonté personnelle, d'une décision consciente. Il y a le devenir qui, indépendamment de la volonté du sujet, prend quand même effet en lui imposant des métamorphoses. Ceci me fait donc dire qu'il existe deux types de devenir, à savoir le devenir décisionnel actif et le devenir indépendant passif. Le devenir indépendant passif obéit à certaines lois naturelles. Il impose au sujet des caractéristiques qui obéissent aussi à ces lois-là. Maintenant, tout être vivant, qu'il possède une conscience ou pas, peut devenir. Seulement, les êtres vivants n'ayant pas de conscience sont dans le devenir indépendant passif, qui obéissent simplement aux principes des êtres qu'ils sont, de leur constitution et de leur environnement. L'homme, par contre, est engagé à la fois dans le devenir décisionnel actif et le devenir indépendant passif. C'est pourquoi d'un côté, il a la liberté et la capacité de se façonner un devenir selon son désir, et d'un autre côté aussi, en tant qu'être humain qui obéit à des lois naturelles inévitables, il devient aussi ceci ou cela indépendamment de sa volonté. C'est le cas par exemple de la vieillesse. Vous ne décidez pas de vieillir, d'ailleurs de nos jours la vieillesse est très redoutée. Mais en tant qu'être humain, votre constitution d'homme vous impose à un moment donné de vieillir. Et c'est à ce niveau donc qu'intervient ici la passivité dont je parle. Parce que vos actions, votre volonté, vos désirs sont inertes, inactifs.
mais l'être que vous êtes subit à l'intérieur et à l'extérieur de vous des transformations et des métamorphoses qui vous obligent et vous imposent le vieillissement. Il était nécessaire que je fasse cette précision. Et Emmanuel Lévite, ce que vous dites, c'est tellement philosophique et nous avons l'impression qu'il y a encore beaucoup à dire. Nous aimerions bien que vous creusiez votre pensée et vous nous en dites plus. Déjà pour moi, je pense que la littérature est la voie de la philosophie. Donc il n'est pas surprenant qu'à un certain niveau de littérature, on retrouve un caractère philosophique. Bon, maintenant, je dirais d'entrée de jeu que devenir, c'est l'action qui permet d'être nouvellement ou différemment. Maintenant, cette action peut être physique, elle peut être psychologique, elle peut être interne, elle peut être externe. Une autre chose qu'il faut relever sur devenir, parce que j'ai dit que devenir a beaucoup de subtilités qu'il faut explorer. Nous devons comprendre que l'homme ne devient jamais pendant toute une éternité. Qu'elle soit connue ou pas, la durée du devenir est toujours limitée. Certes, l'homme est dans un perpétuel devenir à plusieurs niveaux de son existence, mais il ne devient pas tout et au même moment ce qu'il désire devenir dans tous les aspects de sa vie. Chaque devenir bien précis de la vie d'un homme requiert aussi un temps bien précis. Et quand ce temps est accompli, l'homme cesse de devenir pour commencer à être, mais différemment. Parce que l'homme devient pour être, l'homme ne devient pas pour devenir. On devient pour être. Et c'est dans l'intervalle qu'il y a entre le devenir et le devenu que le processus de transformation et de métamorphose a lieu. L'action devenir provoque des répercussions. Elle aboutit au devenu qui est sa conséquence. Lorsqu'elle est bien menée, l'action devenir aboutit toujours ou presque toujours au devenu qui est l'état nouveau, le être nouveau. Devenir est donc une action, tandis que le devenu qui est sa résultante est un état. Le verbe est une action, mais ayant pour aboutissant un état. J'ajouterai encore que devenir, c'est se mobiliser. Devenir, c'est se mettre en œuvre pour commencer à être autrement. Voilà pourquoi M. Sorel-Hannou, lorsque le temps imparti à l'action devenir est accompli et que le sujet en est satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il va manifester son nouveau statut, il va manifester son nouvel état dans le devenu. Et en ce moment-là, il ne dit plus je deviens, mais il commence à dire je suis devenu. Parce que l'action devenir a abouti au devenu qui était le résultat escompté. L'action devenir se répercute et se manifeste toujours dans l'état du devenu. Et je définis le devenu comme étant l'état qui résulte de l'action devenir. Donc, quand un sujet dit « je suis devenu », il est en train de rendre témoignage que le temps de l'action a expiré et que cette action a porté son fruit et lui permet désormais de jouir d'un état nouveau dans son devenu. Le devenir, comme je l'ai dit, n'est pas permanent. Mais le devenu, effectivement, mais le devenu, étant donné qu'il est la raison pour laquelle on devient, peut lui par contre être permanent, dépendamment du sujet qui est devenu et des conditions qui encadrent son nouvel état. Emmanuel Lévite, vous l'avez reconnu d'ailleurs tout à l'heure, ce que vous dites est émaillé de beaucoup de philosophie. Alors, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le point de vue littéraire et le point de vue philosophique sur la question ou la nature du verbe devenir? Bon, comme je l'ai dit, il y a à un certain niveau de littérature, il n'est pas étrange qu'on retrouve un certain caractère philosophique. Donc je suis dans la littérature, pleinement dans la littérature. Les deux ont donc le pair. En quelque sorte, on ne peut pas vraiment faire une dissociation de l'un à l'autre. Voilà, Emmanuel Lévite, le verbe devenir, à vous écouter, reste une véritable énigme. Expliquez-nous davantage cette phrase que nous recouvrons d'ailleurs dans le livre Le Contre-courant français. Je crois que tout à l'heure vous l'avez évoqué. Le verbe devenir ne peut exister sans le verbe être. Effectivement, le verbe devenir ne peut pas exister sans le verbe être. Pour devenir, il faut partir d'un point. Il faut partir d'un état. Si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas devenir. Vous ne pouvez pas aspirer à devenir. Il est vrai que devenir naît de l'état
qu'est le être. Mais pour aboutir au devenu qui est le nouvel état, le être nouveau, il y a obligatoirement action. Et cette action ne peut pas être ignorée parce que c'est justement elle qui produit l'état nouveau. Donc il n'est donc pas raison de seulement reconnaître l'état qui est un aboutissement et ignorer l'action qui en est déclencheur. Mais comme devenir part d'un état pour aboutir à un autre état, l'action qui est génitrice de l'état est absorbée par la permanence et la palpabilité de l'état qu'on retrouve au début du processus et à la fin du processus. C'est d'ailleurs pourquoi je crois que les académiciens, tous ces grands professeurs ont pensé que devenir est un verbe d'état et qu'ils l'ont classé à tort dans la liste qui englobe ceci, alors que devenir est un verbe d'action qui a juste la particularité de faire et d'établir un état. Emmanuel Lévy, prenons cet exemple. Je deviens fort. Je deviens fort traduit un état ou une façon d'être ou une action, selon vous, c'est quoi? Monsieur Sorel, ce que nous devons comprendre, c'est que, comme je l'ai dit, devenir est une action, un processus qui est en cours pour mener à la transformation, à la métamorphose. Le devenu, quant à lui, est l'accomplissement, la métamorphose accomplie, la transformation achevée. Je viens donc pour répondre à votre question. Parce que vous dites « je deviens fort », la première chose qu'il faut comprendre, c'est que « je deviens fort » n'est pas une affirmation. Je deviens fort est une information qui renseigne sur les actions que vous êtes en train de mener, sur le processus que vous êtes en train de suivre pour parvenir à un état de force. Une fois que vous serez parvenu à cet état de force, vous ne direz plus « je deviens fort ». Vous direz « je suis fort » ou encore « je suis devenu fort ». Donc, aussi longtemps que vous dites « je deviens fort », vous nous renseignez, vous nous informez que vous êtes en train de vous mobiliser pour finalement être fort. Donc devenir « je deviens fort » n'est pas une affirmation, mais une information qui nous renseigne sur vos actions. Et Emmanuel, est-ce que devenir ne pourrait-on pas aussi voir devenir comme un enchaînement de plusieurs états, une succession de plusieurs états, de plusieurs façons d'être? Bon, je bénis le ciel pour votre question parce que vous venez de reconnaître implicitement que le verbe devenir est un verbe d'action. Vous dites que devenir pourrait être ou encore être une succession d'états. Je m'attarde sur ce mot succession. Alors des façons d'être. Façon d'être. Ok. Façon d'être différente. Vous n'avez pas de succession. Je veux un peu m'attarder là-dessus. Okay. Vous savez que l'État déjà lui-même n'a pas vocation à se mouvoir. L'État nous renseigne sur la condition dans laquelle l'être se trouve. Je vais être pratique en vous présentant ce cas. Voici un premier état, voici un second. On parlera de succession d'états quand ce second état aura pris la place du premier. Or, l'état en lui-même n'a pas vocation à se mouvoir. Il nous donne des informations sur la condition de l'être. Il est statique. Il est statique. Si donc, il faut qu'il y ait succession d'états, vous êtes en train de reconnaître que devenir n'est pas un verbe d'état, mais un verbe d'action. Parce que pour que ce second état prenne la place du premier, une action automatiquement s'impose. Wow. Emmanuel Lévy, l'argumentaire que vous présentez, il est tout à fait logique. Cependant, quel statut pourrait-on alors donner au verbe devenir? Il est verbe d'action, selon vous, oui. Mais quel statut, quel caractère pourrait-il revêtir? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord davantage nous amener sur les définitions des dictionnaires français. Les dictionnaires français s'accordent sur ce que devenir, c'est passer d'un état à un autre. Or, vous comprenez avec moi que le passage d'un état à un autre est une action. Lorsque je rentre dans l'étymologie du verbe devenir, c'est-à-dire dans le latin devenire, qui signifie arriver, se rendre, vous convenez encore avec moi que pour arriver, pour se rendre, il y a automatiquement action. Je crois que nous sommes d'accord à ce point. Maintenant, pour répondre donc à votre question, vous demandez à savoir... Est-ce que le verbe devenir revêt un statut spécial en tant que verbe d'action selon vous? Ok. Devenir est un verbe d'action
mais qui a la différence des autres verbes d'action qui sont à l'origine décrits et définis. Devenir est une action, mais qui au départ n'est pas distincte. Comment ça? C'est une action, mais qui au départ n'est pas distincte parce que c'est le sujet lui-même qui choisit et qui décide de l'action devenir qu'il va mener afin de parvenir à son devenu. De ce fait, tout verbe d'action peut être l'action devenir, selon que le sujet juge que cette action le mènera à son devenu pour qu'il puisse être autrement. Devenir porte donc en son sein tous les verbes d'action. Il les représente tous, mais les manifeste à des périodes différentes d'après la volonté du sujet qui entreprend de devenir. Devenir, si nous comprenons bien, serait une sorte de mère porteuse, une mère qui porte les autres. Effectivement, tous les verbes d'action peuvent se retrouver ou encore se retrouvent dans devenir. Mais pourquoi ne verrait-on pas le verbe devenir comme un verbe d'état, mais plutôt qui impliquerait une action? Dire que devenir est un verbe d'état qui implique une action serait encore une faute de compréhension du mot et du verbe en particulier. Je vous présente un autre cas pratique qui va vous situer et vous pourrez vous-même trouver la réponse. Lorsque vous décidez par exemple de perdre des kilos, il est clair qu'il y a une action que vous devrez mener pour y parvenir. Si par exemple c'est une activité sportive et que vous commenceriez à courir un nombre de kilomètres par jour ou par semaine, écoutez bien M. Sorel, pendant que vous serez en train d'opposer l'action courir, courir en ce moment fait office de devenir et devenir est traduit par l'action courir. Parce que pendant que vous courez, vous devenez et vous devenez aussi en courant. Vous ne pouvez pas devenir sans courir et vous ne pouvez pas courir efficacement et ne pas devenir. Vous vous rendez donc compte que devenir et le verbe qu'on penserait peut-être qu'il implique n'en font au final qu'un. Devenir est une action, mais qui au départ est camouflée avant d'être identifiée par le sujet qui aspire à devenir et manifester selon la circonstance donnée. Donc, si on dit donc que devenir implique une action, cela sous-entend que lui-même n'en est pas une. Ce qui fait que le verbe, le mot impliqué est mal choisi. Je préfère plutôt que nous disions que devenir est une action dissimulée qui est à découvrir par le sujet qui veut devenir et manifester par rapport à ses aspirations. Emmanuel Lévite, vous avez parlé tout à l'heure du verbe être comme étant, disons, le verbe source, sans lequel le verbe devenir ne pourrait exister. N'y a-t-il pas une différence entre être et l'état d'être? Est-ce que vous ne voyez pas une différence entre les deux? Bon, M. Sorel, l'état d'être est consubstantiel à l'être. Ce qui fait qu'on ne peut pas les dissocier. Celui qui est, par le simple fait d'être, se retrouve automatiquement dans un état. Et lorsqu'on parle de l'état d'être, il est clair qu'on l'évoque par rapport à un sujet qui le manifeste ou le manifesterait. Sans l'être, il n'y aurait pas d'état d'être. C'est l'être qui, dans un état, se décline d'une manière ou d'une autre en témoignage de ce qu'il est. L'état d'être, c'est simplement être d'une manière bien définie dans un état bien précis. L'état d'être décrit la condition dans laquelle l'être se trouve. Parce que l'état d'être est le manifeste de l'être sur lequel, en tant que sujet, est représentée une caractéristique. L'être, par contre, est l'entité visible ou invisible, celui ou celle qui, dans l'état décrit, dans l'état connu ou inconnu, est. Ici, je ne remets pas en question l'état de l'être qu'est l'homme. L'être qu'est l'homme conserve toute sa nature et sa qualité d'homme, mais un homme qui étant passé par un devenir et parvenu à un devenu commence à se manifester différemment et à être vu autrement. Quand je dis je suis devenu, le je suis représente l'être qui n'a rien perdu de ce qui le constitue en tant qu'homme. Le devenu, quant à lui, dévoile l'être qui informe que désormais il est nouvellement, ce que j'appelle ici le être nouveau de l'être. Nous avons parlé du verbe être, du verbe devenir, verbe être qui est verbe d'état, nous le savons tous. Qu'en est-il des autres verbes d'état? Monsieur Sorel, en étudiant les autres verbes d'état, après l'avoir exclu le verbe devenir de cette liste, je me suis rendu compte que dans la langue française,
j'ai constaté que dans la langue française, le seul et unique verbe d'état qui existe est le verbe être. Dites-nous davantage, Emmanuel Lévy, nous voulons comprendre. Effectivement, c'est peut-être très peu plausible, mais la langue française ne compte en réalité qu'un seul verbe d'état. Tous les autres verbes qui sont cités comme étant des verbes d'état sont simplement des annexes du verbe être. Nous les rappelons, paraître, sembler, avoir l'air, passer pour, demeurer. Parce que nous avons déjà parlé de devenir et être. Voilà. Donc tous ces verbes sont simplement des annexes du verbe être qu'ils représentent tous et qu'ils dissimulent aussi très habilement. Très habilement. En étudiant profondément ces verbes d'état que vous avez cités, vous allez vous rendre compte qu'ils se rapportent tous au seul verbe être. Ces verbes mettent tous à l'avant le être, soit un être qui s'est affirmé, soit un être qui est en train de s'affirmer, soit un être constant, soit un être inconstant. Chacun de ces verbes manifeste le être et auquel aucun d'eux n'est indépendant. Chacun de ces verbes est une duplication du verbe être avec plus ou moins des spécificités. Je prends par exemple le verbe sembler et paraître. Ces verbes sembler et paraître ont pour seul office d'examiner la véracité de ce qui prétend être. Sembler et paraître sont un temps d'incertitude pendant lequel l'état de l'être doit d'abord être vérifié avant de pouvoir s'affirmer. C'est pourquoi ce qui semble ou paraît n'est pas la garantie de ce qui est, tout comme ce qui semble ou paraît n'est pas non plus la garantie de ce qui n'est pas. Ce qui semble ou paraît finit souvent par être, tout comme ce qui semble ou paraît finit souvent par ne pas être. Ces deux verbes sont donc un temps pendant lequel l'état de l'être est vacillant. Et ces deux verbes ont une durée limitée parce qu'ils s'emploient seulement avant l'examen et lorsqu'il y a le doute. Une fois que l'examen est fait et que le doute est levé, ce qui semblait ou paraissait finit soit par être, soit par ne pas être. Vous vous rendez donc compte que le seul verbe là qui existe, c'est le verbe être. Je prends le cas du verbe passer pour, qu'on définit seulement comme prétendre être, donner l'impression d'être. On se rend compte que ces verbes également nécessitent un examen parce qu'il y a un doute. Une fois que l'examen est fait, on ne parle plus de passer pour, on parle d'être ou de ne pas être. Pareil pour le verbe avoir l'air. Parce qu'on dit tu as l'air de quelque chose, il m'a l'air. Il y a exactement un doute, il y a une incertitude, on n'est pas certain de ce que l'on dit, de ce que l'on affirme. Et il faut au préalable qu'on fasse un examen. Et dès que l'examen est fait, on est situé sur la situation et on ne parle plus de avoir l'air, on commence à parler de être. Et pour finir, je prends le cas des verbes demeurer et rester. Rester, c'est continuer d'être dans un certain état, dans une certaine condition. Demeurer, c'est se trouver ou encore être dans un état. Vous vous rendez donc compte que tous ces verbes mettent en avant le verbe être. Pourquoi donc je dis que le verbe être est le seul verbe d'état? Je le dis parce que le verbe être, autant pour moi, est le seul verbe qui affirme et qui manifeste l'état tant dans sa forme affirmative que dans sa forme négative. C'est pourquoi être est un état, ne pas être aussi est un état. Parce que ne pas être est la preuve que vous êtes. Ne pas être, c'est simplement être autre chose ou soit alors le contraire de ce que vous n'êtes pas. Vous vous rendez donc compte que le verbe être est le seul verbe qui, indépendamment des autres verbes, affirme son état et manifeste l'état. Emmanuel Lévy, il y a beaucoup à dire sur les verbes d'état, sur le verbe devenir, sur le verbe être. Nous ne prétendons pas avoir parcouru toutes les questions relatives. Toutefois, nous allons sortir avec cette question. Selon vous, quelles sont les implications de votre recherche, de ces résultats que vous présentez aujourd'hui? À quoi vont-ils servir? Est-ce qu'il faudra réécrire la langue française? Bon, quand vous dites réécrire la langue française, vous parlez de manière générale. Je me suis concentré sur un sujet. J'ai présenté les irrégularités que le verbe devenir révèle. Et je crois que l'Académie française devrait effectivement revoir la situation du verbe devenir et pour le retirer
de la liste des verbes d'État parce qu'il a tout manifesté, il a tout révélé qui témoigne de ce qu'il ne peut pas être un verbe d'État. Donc naturellement, mon travail, je l'ai fait pour un but, justement pour qu'un jour je puisse voir le verbe devenir en dehors de la liste des verbes d'État. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes parvenus au terme de cet entretien exclusif. Le conte au courant français, c'est le livre qui a justifié ce rendez-vous avec Emmanuel Lévite. Ce dernier affirme dans son livre que le verbe devenir n'est pas un verbe d'état, mais plutôt un verbe d'action. Au cours de cet entretien, nous avons parlé de la genèse de son étude, du procédé ou alors de la méthode d'étude de ses arguments et aussi des implications des recherches qu'il nous a présentées ou des résultats de la recherche qu'il a présentée aujourd'hui. Au demeurant, le conte au courant français est un livre intéressant qui aborde plusieurs autres questions sur la littérature française, notamment l'impact du monde romanesque dans notre société, la réalité de l'art, l'exil romanesque, entre autres. Ce livre n'est pas encore formellement édité. L'entretien de ce jour aura donc été un pavé jeté dans la mare pour d'éventuels éditeurs qui certainement trouveront un intérêt à le publier. Le débat sur le verbe devenir n'est pas encore fini. Plutôt, nous pouvons dire qu'il a été ouvert. Cependant, la grande question demeure. Aura-t-on à réécrire la langue française? Merci encore Emmanuel Lévite de nous avoir donné de votre temps et d'avoir partagé vos idées avec nous. Merci à vous, M. Florel Lano, pour cet entretien.